Au cœur de ce désert blanc, on a vraiment l'impression d'être sur une autre planète. On pourrait se croire sur l'une des calottes polaires de la planète Mars, ou bien sur la banquise d'Europe, un des satellites glacés de Jupiter. Pourtant, nous sommes bien sur la planète Terre, au bord de l'océan Arctique, dans l'archipel du Svalbard. Ici, les astronomes ont installé un observatoire pour étudier les phénomènes lumineux qui embrasent la haute atmosphère terrestre, les aurores boréales. Avant de me risquer dans la nuit polaire, dans l'attente des aurores boréales, je pars à la découverte de cet étrange paysage en clair-obscur. Tout ici m'est inconnu. Ces crépuscules qui n'en finissent pas, cette lumière bleue, cette météo fantasque, variations sur la glace, la neige, le vent et le brouillard. C'est Kim Holmen, le directeur de l'Institut polaire norvégien, qui va me guider dans ce désert glacial. Kim vit au Svalbard depuis 15 ans. Il ne sort jamais de son institut sans son fusil. Dans cet archipel du bout du monde, il y a autant d'habitants que d'ours polaires. Wow. Pas si facile. No. C'est vrai, mais regarde cette vue. Oh. Fantastic. Kim m'emmène sur un glacier qui surplombe l'océan Arctique. Il fait moins 20 degrés aujourd'hui, et avec le vent qui descend de la montagne, le froid est vraiment piquant. Ce chercheur étudie en particulier les effets du réchauffement climatique, très spectaculaire dans les régions arctiques. Waouh! Elle est incroyable cette grotte. Il fait frais dans votre pays, Kim. C'est quoi les records de température au Svalbard? The record warm is plus 19. Le record de chaleur est de 19 degrés. C'est arrivé il y a quelques années, tout fondait. C'était le chaos. Et le plus froid qu'on ait eu, c'est autour de moins 40. Les régions polaires perdent plus d'énergie qu'elles n'en gagnent du soleil. Ici, tout est blanc, la neige et la glace. Et les rayons solaires sont réfléchis, ce qui fait que l'albédo, la réflectivité de la surface, est élevé ici. Le peu de soleil que nous recevons se perd dans l'espace à cause de la réflexion sur la neige et la glace. Vous voyez là? C'est absolument magnifique, Kim. On voit la mer qui est en train de geler juste au bord du rivage. Ces vaguelettes qui arrivent, c'est encore de l'eau liquide. Et juste au bord, le gel est en train d'attraper tout le rivage. C'est prodigieux. Kim, nous sommes près du pôle Nord. Nous sommes à la fin de l'hiver, au bord de l'océan Arctique. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir de la banquise sur cette mer? Jusqu'à ces 5, 7 dernières années, le fjord était constamment gelé. Mais l'océan s'est réchauffé et l'eau est devenue trop chaude. Quand le fjord n'est pas recouvert de glace, il est beaucoup plus sombre. Et la lumière du soleil est absorbée par l'eau au lieu d'être réfléchie par la glace vers l'espace. Plus de chaleur, de lumière et d'énergie sont aspirés par le fjord et l'océan, ce qui le réchauffe encore plus. C'est un cercle vicieux qui aggrave le réchauffement de l'Arctique.
En découvrant ces paysages polaires, je pense immédiatement à la planète Mars. Et oui, notre voisine, la planète rouge, possède elle aussi 2 calottes polaires. Sauf que les calottes polaires martiennes sont constituées de glace d'eau, comme sur Terre, mais aussi de glace carbonique. En 1976, il a même neigé dans la plaine d'Utopia, où était posée la sonde Viking 2. Mais il s'agissait de neige carbonique. Au fond, sur Mars, nous ne serions pas si dépaysés. La température ? En hiver, elle frise les moins 120 degrés, mais en plein été, il fait de moins 20 à moins 40 degrés, comme au Svalbard. Plus loin dans le système solaire, le satellite Europe, qui tourne autour de Jupiter, est entièrement recouvert d'une banquise permanente qui cache un océan de plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur. Quant à Encelade, le petit satellite de Saturne, il est presque entièrement constitué d'eau, liquide en profondeur, solide à sa surface, où jaillissent d'immenses geysers de vapeur qui s'échappent dans l'espace. Kim, nous sortons de l'hiver, de la nuit polaire. La lumière commence un petit peu à grimper. Est-ce qu'aujourd'hui, on va avoir un lever de soleil au Svalbard ou pas encore ? On est tout au début de la saison et le soleil ne frappe que les sommets des montagnes. On devrait en avoir aujourd'hui un tout petit moment, tout en haut des montagnes. Mais le Svalbard étant très très près du pôle, est-ce que c'est pas très difficile de vivre dans ces conditions ? La vie est belle au Svalbard. On aime beaucoup vivre ici. Mais on a des journées particulières. En hiver, on a près de 8 semaines dans le noir complet. Pas même de crépuscule. C'est la nuit totale. En été, on a le soleil de minuit de fin avril à fin août. Il est donc très important de s'imposer une discipline, de surveiller l'heure. Si l'horloge dit que c'est le soir, allez vous coucher. Mais certains ont du mal, surtout l'hiver, à maintenir une routine quotidienne. Si les régions polaires sont plongées dans la nuit en hiver et sont éclairées en permanence par le soleil en été, c'est parce que l'axe de rotation de la Terre est incliné, de 23 degrés et 26 minutes pour être exact. Ainsi, au-delà du cercle polaire, le soleil ne se lève pas en hiver, durant une période d'autant plus longue que l'on est proche du pôle. Puis, 6 mois plus tard, lorsque la Terre a parcouru la moitié de son orbite autour du Soleil, c'est l'inverse. Cette fois, le pôle Nord fait face au Soleil et le Soleil ne se couche pas. Mais vous savez, Kim, si je suis venu ici au Svalbard, justement à la fin de l'hiver, c'est pour voir des aurores boréales. En 40 ans d'astronomie, je n'ai jamais vu d'aurore boréale et c'est un de mes rêves parce que le spectacle doit être absolument fantastique. Vous qui connaissez bien ce phénomène, évidemment, est-ce que vous continuez à le regarder ou est-ce que vous considérez que ça fait partie un peu de la météorologie locale et que ça n'a plus d'intérêt ? C'est vrai que quand on en a tous les soirs, ça ne fait pas forcément sortir du lit. Mais c'est toujours une sensation romantique, à chaque fois que j'en vois une. Les aurores boréales sont liées à l'activité du Soleil, en particulier aux éruptions qui ont lieu à sa surface. Ces éruptions solaires projettent des particules chargées d'électricité qui traversent l'espace et parviennent jusqu'à la Terre. Comme le Soleil est surveillé en permanence par des observatoires et des satellites, il est possible de prévoir l'apparition d'aurores boréales dans le ciel de la Terre.
Il est même possible de consulter, sur Internet ou sur son smartphone, la météorologie spatiale, capable de prédire l'activité des aurores, exactement comme un site de météorologie terrestre prédit la pluie ou le beau temps. Ce soir, je décide de tenter ma chance et de découvrir ma première aurore boréale au clair de lune. Impossible de m'aventurer seul, de nuit, au pays des ours blancs. C'est Samuel Duc, qui est guide polaire, qui va m'accompagner. En préparant mon appareil photo, je repense à la remarque de Kim Holmen. Malgré le froid hivernal, le fjord est toujours libre de glace. Il n'y aura pas de banquise cette année. Il n'y aura pas d'aurore dans le ciel non plus d'ailleurs. En effet, venus de l'océan Arctique, des nuages défilent toute la nuit sur le Svalbard. Alors, par moins 25 degrés, nous assistons à un spectacle étrange. Si le soleil ne se lève pas en hiver au Svalbard, la lune de son côté ne se couche jamais. Ce matin, un peu déçu de ne pas avoir vu d'aurore boréale pendant ma première nuit polaire, je me rends à l'observatoire Kjell Henriksen. Pour aller là-haut, j'emprunte le bus de la mine numéro 7. Au fond, sans son sous-sol riche en charbon d'une exceptionnelle qualité, la planète Svalbard ne serait probablement pas habitée aujourd'hui. L'archipel, situé à 1000 km seulement du pôle Nord, n'a été découvert et occupé par les baleiniers qu'au XVIe siècle. Longyearbyen, c'est la ville de Longyear, l'homme d'affaires américain qui l'a créée en 1906 pour exploiter ce charbon. Comme il n'y a pas de route pour aller de la mine à l'observatoire, c'est à bord d'une chenillette que Fred Sigarnes vient me chercher. Allô ? Bonjour. Enchanté. Oui, moi aussi. Fred est le directeur de l'observatoire et l'un des pionniers de l'observation des aurores boréales au Svalbard. Il m'explique que l'observatoire Kjell Henriksen a été fondé en 2005. Des astronomes du monde entier viennent ici étudier les interactions entre le Soleil et la Terre. Une trentaine de petits laboratoires autonomes sont disponibles pour les expériences scientifiques. C'est le seul endroit au monde où les aurores peuvent être observées 24 heures sur 24, près de 2 mois durant, au cœur de l'hiver. L'activité du Soleil est très importante en ce moment. Ça veut dire qu'il y a plus d'aurores boréales qu'à d'autres époques. En ce moment, on est au summum. L'activité solaire a un cycle de 11 ans. Et aujourd'hui, nous sommes au maximum. Ici, on voit plus ou moins des aurores polaires tous les jours. À quelle altitude se passe ce phénomène des aurores boréales dans l'atmosphère terrestre ? Les aurores de couleur verte sont les plus intenses. Elles sont environ à 110 km. Les plus faibles sont rouges et elles sont à peu près à 200 km. Elles peuvent s'étendre jusqu'à 600 km d'altitude. Les particules se déplacent très vite. Quand elles nous atteignent, ça va aussi très vite. Une belle aurore aux couleurs vives ne va durer que 15 minutes, une demi-heure. Mais c'est pas dangereux pour l'activité humaine, même pour les gens qui vivent ici au Svalbard ou autour du cercle polaire ? Nous sommes protégés par notre atmosphère.
C'est tout un mécanisme naturel. Notre planète est faite comme ça depuis très longtemps et il n'y a pas à en avoir peur. Par contre, il faut en tenir compte quand on envoie des gens ou des satellites dans l'espace. Nous devons savoir quel type de temps il fait dans l'espace. Mieux vaut ne pas s'aventurer là-haut au moment d'une éruption solaire. C'est vraiment à éviter. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ce vent solaire, non seulement il balaye notre planète, la Terre, mais aussi toutes les autres planètes beaucoup plus éloignées. Et en fait, ça signifie que les astronomes ont réussi à détecter des aurores boréales sur Jupiter, sur Saturne, sur Uranus. Fred m'offre un beau cadeau en m'invitant à installer l'un de mes appareils photo dans l'un de ses labos. Sous un dôme de plexiglas protecteur, l'appareil pourra, une semaine durant, capter les aurores boréales, si la météo très changeante le permet, bien sûr. Mais ces aurores, j'ai vraiment envie de les voir. Fred Sigernes m'a conseillé de retenter ma chance ce soir. La nuit s'annonce claire sur l'archipel. Samuel Duc m'emmène en motoneige sur un flanc de glacier qui fait face à Longyearbyen, la ville la plus proche du pôle Nord. J'installe mon appareil photo dans le crépuscule qui s'éternise. Ce que j'ignore à ce moment-là, c'est qu'au même moment, le satellite ACE, positionné entre le Soleil et la Terre, enregistre le passage à près de 400 km/s de particules éjectées par le Soleil. C'est le signe que 4 jours plus tôt, une éruption solaire a eu lieu. Et surtout, c'est le signe que dans une heure, le ciel de la Terre va s'embraser. C'est ma première aurore boréale. Je n'aurais jamais imaginé que le spectacle soit aussi féerique. Après 8 heures passées à photographier les aurores, nous revenons frigorifiés à Longyearbyen, la capitale du Svalbard. Samuel me confie qu'en 5 ans passés ici, il n'a jamais vu un spectacle pareil. Nous fêtons cette éruption solaire et l'aurore qu'elle a fait naître au bar des mineurs, évidemment. Ces deux grands radars scrutent la haute atmosphère terrestre. Nous sommes à l'ESCAT, un observatoire européen situé non loin de la station de Kjell-Henriksen. À l'ESCAT, la géophysicienne britannique Lisa Badley étudie en particulier comment cette haute atmosphère terrestre réagit aux rafales de vent solaire qui la frappent.
Ces recherches n'ont rien d'académique. Au-dessus des pôles, les satellites et même les avions risquent d'être perturbés par les éruptions solaires. Lorsque le Soleil est en colère, il n'est pas rare qu'un vol long courrier soit détourné du pôle Nord vers des latitudes plus sûres. Le pôle Nord? Mais quel pôle Nord? Alors ma boussole me dit que le pôle Nord est exactement dans cette direction. Il ne faut pas oublier que ça pointe vers le champ géomagnétique, pas le champ géographique. Il y a un décalage de quelques degrés. Ici, au Svalbard, il est d'à peu près 6 degrés. Donc on peut dire que le pôle géographique est dans cette direction, mais il n'est pas exactement dans cette direction-là. Donc on va dire que le pôle Nord est par ici. Oui, voilà, à peu près. Il y a donc bien deux pôles, le pôle géographique, par où passe l'axe de rotation de la Terre, et le pôle magnétique. C'est ce champ magnétique, que les scientifiques appellent la magnétosphère, qui protège des tempêtes solaires. Sans ce véritable bouclier invisible, il n'y aurait aucune forme de vie sur la Terre qui serait continuellement irradiée par le vent solaire. Pourtant, la magnétosphère terrestre a deux points faibles, ses pôles. C'est là que s'engouffrent les particules solaires, et c'est là qu'en électrisant la haute atmosphère terrestre, elles créent les aurores boréales. La Terre a un noyau ferreux solide. Il est entouré d'un noyau externe en fusion qui tourne sur lui-même. C'est la rotation de ce noyau qui crée le champ magnétique terrestre. On peut l'imaginer comme un liquide agité, qui ne reste pas en place. Ce qui signifie que le champ magnétique n'est pas statique non plus. En ce moment, le pôle Nord géomagnétique se situe au-dessus du nord du Canada. Mais il se déplace, et de plus en plus vite. Aujourd'hui, il bouge d'environ 55 km par an. Mais il s'est retourné et se déplace vers le sud. Une inversion de pôle arrive tous les 200 à 300 000 ans. On peut donc s'attendre à ce que le champ magnétique terrestre devienne un peu plus changeant dans le futur. Lisa, ce que vous êtes en train de nous dire finalement, c'est qu'on a beaucoup de chance actuellement d'avoir l'axe de rotation de la Terre et l'axe géomagnétique pratiquement alignés. Ça pourrait être complètement différent à d'autres époques. Au fur et à mesure que cet inversement progresse, le champ magnétique va être de plus en plus complexe. On pourrait, par exemple, avoir une Terre avec 4 pôles pendant un temps, avec différents pôles magnétiques qui apparaîtraient sur la planète. Et là, évidemment, votre boussole ne saurait plus vous donner de la tête. Elle serait perdue. Il n'est pas exceptionnel que le pôle magnétique soit complètement décalé du pôle géographique. Donc c'est vrai, en ce moment, on a de la chance. Les pôles géomagnétiques et géographiques coïncident, et c'est facile de s'orienter. J'ai finalement récupéré l'appareil qui, une semaine durant, a photographié automatiquement le ciel du Svalbard. En découvrant les images qu'il a enregistrées, je mesure la chance inouïe que j'ai eue d'assister à une éruption solaire majeure. En repensant à la symphonie silencieuse qui s'est jouée là-haut, entre ciel et terre, je réalise à quel point la relation entre notre planète et son étoile est fragile. C'est au pôle Nord, ce que nous rappelle la nuit, le ballet des aurores boréales.